Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 23e journée du défi J'aime mes seins. Donc, la 23e capsule vidéo produite en ce mois d'octobre. Il y en aura éventuellement 31 au total. Vous savez qu'ici, on fonctionne avec différentes contraintes. Donc, normalement, les capsules sont le matin. Ce soir, elle est en soirée. On est le 26e jour du mois, mais on est rendu à la 23e capsule. Mais malgré les contraintes, on finit par arriver à bon terme au bon moment, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce soir, la capsule a lieu en soirée et je sais que c'est une capsule très attendue parce qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et pour lequel je reçois énormément de questions. Et c'est le sujet des mammographies. Donc, vous le savez, en tout cas, moi, je l'ai su. Comme cadeau d'anniversaire, notre cher gouvernement québécois nous envoie une belle lettre nous incitant à aller se faire aplatir le sein dans l'appareil à mammographie. Donc, pour beaucoup de femmes, c'est aussi pire, sinon pire que le rendez-vous chez le dentiste. On nous incitait à le faire annuellement et apparemment que maintenant, c'est aux 2 ans, basé sur les plus récentes études cliniques. Donc, je vais vous parler un petit peu des vraies affaires, comme j'aime le faire, concernant la mammographie. Évidemment, le choix vous revient. Moi, je vous parle des études cliniques et puis je vous donne l'information qui vous permet de poser des choix éclairés, appuyés par la science et non par les propagandes de peur auxquelles on nous a habitués dans les dernières années. Ça s'approche du vendredi, je m'en vais vers la géopolitique tranquillement, je vais faire attention. Donc, ça, on l'a mentionné dans d'autres capsules vidéo. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes. Il constitue 25 de tous les cancers féminins et c'est la deuxième cause de décès par cancer au pays. Il y a une femme sur 8. Bon an, mal an, là, depuis 28 ans maintenant que je rampe dans le milieu du cancer du sein. C'est une femme sur 8, une femme sur 9, ça revient à une femme sur 8. C'est à peu près dans ces eaux-là. Et présentement, c'est une femme sur 34 qui va décéder du cancer du sein. C'est une sur 27, une sur 28, là, c'est une sur 34. Donc, quand on regarde ces chiffres-là, on peut se dire, wow, ça s'est beaucoup amélioré. On est passé d'une femme sur 9 à une sur 8 et on est passé de 1 sur 27 à 1 sur 34. Mais il faut comprendre que quand on a recours à des appareils comme les mammographies de dépistage systématique et des programmes comme celui du programme québécois de dépistage du cancer du sein qui a été mis sur pied en 1998. Donc, c'est des dépistages à grande échelle pour des femmes qui n'ont pas de symptômes. Alors, à force de chercher, on trouve. Et donc, il y a beaucoup de surdiagnostics et je vais revenir sur la question des surdiagnostics, mais vous comprenez que si on a surdiagnostiqué des cancers, en apparence, le taux de mortalité va avoir l'air de s'améliorer. Donc, le taux de l'efficacité des traitements aussi a l'air de s'améliorer. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un surdiagnostic. Comprenez-vous? Donc, programme mis sur pied en 1998 et sur le site, ça c'est extraordinaire, mais vous savez, quand on baigne dans le milieu de la recherche, qu'on n'a pas toujours des gens avec qui en jaser, des fois on rit de ça. Des fois je ris jaune, là, mais des fois je ris de ça. Alors, ça dit sur le site du programme québécois du dépistage du cancer du sein que la mammographie, c'est le seul examen qui réduit le nombre de décès. Donc, le gouvernement qui emploie des gens, qui passent ses journées, supposément, à éplucher la littérature scientifique, arrive avec des affirmations comme celle-là, puis je vais vous citer un paquet d'autres recherches qui disent le contraire. En passant, si vous êtes inscrit au défi détox, à la fin du mois, je vais vous envoyer un lien avec toutes les capsules vidéo et je vous envoie aussi des petites vignettes avec une des recherches que je cite durant les lives pour recevoir les liens de mes lives.
c'est pas juste au défi détox qu'il faut s'inscrire, c'est à mon membership. Parce que mon contenu, vous voyez, j'ai toujours des notes de contenu. Mon contenu est pleinement référencé. Je ne peux pas mettre tous mes liens d'études cliniques dans les en-têtes parce que vous comprenez que c'est des sujets controversés et que l'intelligence artificielle et les trolls ne cherchent que ça pour nous déplatformer. Donc, je ne mets plus les liens dans les en-têtes depuis déjà plusieurs mois. Si vous souscrivez à mon membership au coût de 50 annuel, je vais vous inscrire manuellement. Ça prend quelques jours, quelques semaines, dépendamment quand est-ce que vous tombez dans mon cycle de mise à jour. Mais vous avez accès ensuite aux vidéos qui sont organisées dans un endroit de mon site web au cas où je me fasse déplatformer. Ça me donne votre courriel pour les mêmes raisons. Et dans cette même section de mon site web, vous avez mes documents de recherche en format PDF qui sont là avec mon contenu et mes liens. Donc, tout ce que je vous cite est toujours pleinement référencé. Évidemment, si on est dans un champ talent sans censure, je vous partage mes états d'âme, ça, c'est moi la référence. Mais quand je vous parle d'études cliniques, tout est pleinement référencé. Alors, pour revenir à la question de l'affirmation du Programme québécois de dépistage du cancer du sein qui dit que la mammographie est le seul examen qui réduit le nombre de décès. La prétention de la mammographie, c'est que si on diagnostique plus tôt un cancer qui pourrait être un cancer invasif, on va le traiter plus tôt et ça va réduire le taux de mortalité. Ça, c'est théoriquement. Est-ce que c'est ça qui survient dans les faits? Vous allez voir que c'est pas si clair que ça. Donc, si on fait une étude qui fait juste nous montrer le taux de survie du cancer du sein et on met à côté de ça le taux d'utilisation des mammographies, on peut voir qu'il y a une relation inversement proportionnelle. Donc, plus on a commencé à utiliser les mammographies à large échelle, plus on a une diminution des décès par cancer du sein. Mais tout le monde qui fait de la recherche sait qu'une association n'est pas une causation. Donc, autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre les deux événements que les deux événements sont nécessairement reliés. Il y a un exemple qu'on nous donne souvent à l'université, c'est les personnes âgées mangent du jello. Les personnes âgées, il leur manque des dents. Donc, le lien de cause à effet présumé, ça serait le jello, ça fait tomber les dents. Ça se peut, le jello, ça contient du sucre, mais il n'y a pas nécessairement un lien de cause à effet parce que tout le monde qui mange du jello ne perd pas ses dents. Comprenez-vous? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre les deux événements qu'il y a une causation. Alors, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer la réduction du cancer du sein. Par exemple, quand il y a eu la publication des résultats du Women's Health Studies en 2012, la grande étude qui avait été réalisée sur des centaines de milliers d'infirmières, on a vu l'impact négatif des hormones pour la ménopause. Donc, à grande échelle, c'était le prémarin. Et donc, pour la première fois, les médecins ont pris conscience que, oh my God, peut-être que les hormones que je prescris pour prévenir les bouffées de chaleur, et on me dit que ça réduit les accidents cardiovasculaires et l'Alzheimer et l'ostéoporose chez mes patientes, mais peut-être que je cause des cancers du sein parce qu'il y avait clairement une augmentation et une association directe entre la prise d'hormones prémarin et l'incidence du cancer du sein. Donc, les médecins ont pris peur. Il y en a plusieurs qui ont arrêté de prescrire et il y a des patientes aussi qui sont informées, qui ont arrêté, ils ont abandonné leurs hormones. Et c'est le seul temps réel où il y a eu une diminution du taux de cancer du sein. C'est dans les années qui ont suivi la parution des résultats du Women's Health Initiative. Donc, vous imaginez que si vous prenez un bloc de 10 ans, c'est exactement la même chose qu'ils font pour manipuler les statistiques concernant le réchauffement climatique. Si vous prenez un bloc de 10 ans ou de 20 ans et que vous incluez ce moment historique où il y a eu une diminution du cancer du sein parce que les femmes ont arrêté de prendre les hormones, bien, sur la somme totale, sur la moyenne, vous allez avoir l'air d'avoir moins de cas. Mais ça ne veut pas dire que ça a été associé directement à l'utilisation des mammographies.
et je vais même démontrer pourquoi ça n'a pas été associé. Mais à première vue, on pourrait dire, ah oui, plus de mammo, moins de cancer du sein. Bien, si on ne connaît pas les faits qui entourent, on peut sauter à cette conclusion, qui est en fait une conclusion très simpliste et pas fondée. Donc, il y a ça qui explique. Il y a le niveau d'éducation aussi. Les femmes savent maintenant que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens, qu'il y a toutes sortes de substances dans l'environnement qui ont des propriétés xénostrogéniques, donc qui vont agir dans le corps comme agissent certaines hormones et peuvent occasionner le cancer du sein. Donc, au niveau d'éducation, les gens consomment plus bio, le bio est plus accessible qu'avant, est à meilleur prix. Il y a plein de facteurs comme ça qu'on pourrait utiliser pour justifier ou pour expliquer plutôt que justifier la diminution du taux de cancer du sein qui n'ont rien à voir en réalité avec l'utilisation des mammographies. D'ailleurs, c'est ça que nous montre une grande étude européenne qui a été réalisée entre 1997 et 2006. Et ce que cette étude a démontré, et c'est une parmi tant d'autres, je vais vous en citer d'autres, c'est que l'utilisation à grande échelle des programmes de dépistage n'a pas réduit directement la mortalité par cancer du sein. Même, il y a 3 études, dont 2 américaines qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine et une qui a été réalisée aux Pays-Bas, qui a été publiée dans le British Medical Journal, qui démontrait que l'incidence des décès par cancer du sein était stable et était même déjà en diminution au moment où on a commencé à introduire les appareils à mammographie. Il y a une autre étude très intéressante qui a été réalisée sur 30 pays aussi, qui a démontré que, effectivement, le taux de décès par cancer du sein est en diminution au même moment où à peu près où on s'est mis à élaborer des programmes de dépistage du cancer du sein, mais que c'est dans les pays où il y a le moins de dépistage par mammographie qu'on a le meilleur taux de survie. Donc, encore une fois, une association n'est pas une causation. Donc, oui, il y a des parallèles, mais ça ne veut pas dire que on doit associer cette diminution des cancers à l'introduction des mammographies. Suite à ce genre d'études, le Task Force en Australie a même recommandé au gouvernement de cesser les programmes de dépistage automatique par mammographie. Donc, même au Canada, on voit, hein, avant, on recommandait les mammographies aux 10 ans, maintenant, c'est aux 2 ans. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas nécessairement la panacée. Encore là, il faut comprendre que ces grands consortiums ont des liens économiques. Par exemple, General Electric, qui fabrique une majorité des appareils à mammographie, a des liens directs avec la Société américaine du cancer, par exemple. Et on connaît maintenant les conflits d'intérêts au niveau de la FDA et tout ça. Donc, les gens qui émettent les lignes directrices sont directement sur le payroll des gens qui produisent ces appareils. Donc, il faut faire attention. Ensuite, quels sont les dangers associés à la mammographie? Parce que là, je vous dis que ce n'est pas nécessairement la panacée qu'on tente de nous faire croire. Là, tu vas me dire, ben oui, mais Chantal-Anne, peut-être que ce n'est pas si efficace, mais c'est quoi le problème si je me soumets à la torture moderne qu'est la mammographie? Bien, le problème, dans un premier temps, c'est la question du surdiagnostic et ça, même les officiels s'entendent là-dessus. On sait que plus on cherche, on trouve. Et donc, ce qui va se passer très souvent, c'est que les mammographies vont diagnostiquer ce qu'on appelle les carcinomas in situ, qui sont des petites calcifications dans les canaux, dans les lobules des seins, qui n'auraient, dans la très, très, très grande majorité des cas, pas évolué vers des cancers invasifs ou des cancers qui allaient mettre la vie de la femme en danger. Et avant ces programmes systématiques de dépistage, on découvrait ces carcinomas in situ lors des autopsies en post-mortem. Donc, maintenant, parce qu'on fait des programmes de dépistage, dès qu'on identifie des petits cancers qui n'auraient pas évolué vers rien ou les carcinomas in situ, eh bien, on pose un diagnostic de cancer.
Donc, vous comprenez que si on diagnostique un cancer qui n'aurait jamais évolué sur autre chose, la femme est morte d'une crise de cœur ou d'un accident de la route, mais elle a un diagnostic de cancer. Comprenez-vous? Maintenant, elle a un diagnostic parce qu'on a fait un programme de dépistage. Elle n'avait pas de bosse nécessairement dans son sein. On l'a vu parce qu'on a fait une mammographie. Donc, ça n'aurait jamais été la cause du décès de la femme. Mais maintenant, on le diagnostique et on le traite et on dit grâce aux mammographies, on augmente la survie des femmes. Donc, une question de surdiagnostic. Et le surdiagnostic, bien, vous imaginez que ça a un impact psychologique. Et des fois, c'est carrément des faux positifs. On va diagnostiquer un cancer qui n'est pas là. On va avoir une masse au sein. Dans la majorité des cas, les masses au sein, les kystes au sein sont bénins. Donc, toute l'anxiété à laquelle on est soumise lorsqu'on pense avoir un cancer du sein, lorsqu'on se fait dire qu'on a un cancer du sein et lorsqu'on entre dans la ronde des traitements, alors que le cancer n'aurait pas évolué nécessairement vers autre chose. Donc, c'est bon pour les chiffres, c'est pas si bon pour la madame. Donc, il y a tout le danger du surdiagnostic. Et le surdiagnostic, ça varie beaucoup en fonction des études qu'on consulte, mais je vais vous en citer quelques-unes, là. En général, on parle de surdiagnostic dans l'ordre de 19 à 31% des cas. 31, là, c'est presque une femme sur 3 qui a un diagnostic de cancer du sein pour un cancer qui n'aurait jamais évolué ou qui n'a carrément pas de cancer. Il y a une grosse étude danoise qui a été réalisée sur 17 ans, de 1980 à 2010, où on a montré qu'il n'y avait aucun avantage. On a fait des études sur des cancers qui étaient dans les stades 1 et 2 et sur des cancers dans les stades 3 et 4. Et on a démontré que le recours ou non aux mammographies n'avait aucune incidence sur le taux de mortalité des femmes. Mais par contre, on a vu qu'une femme sur 3 allait subir un surdiagnostic. Donc, c'est quand même énorme. Une femme sur 3 allait subir un surdiagnostic. Une étude sur 17 ans, une grande étude sérieuse. Personne ne critique les résultats de cette étude, mais simplement, on les archive sur la tablette numéro 13 qui ne verra jamais le jour, à moins que des chantalanes qui s'intéressent à la question aient fouillé là-dedans. Comprenez-vous? Quand les études ne sont pas favorables à l'industrie, en général, les résultats ne sont pas communiqués. Quand ils ne sont carrément pas avortés en cours de route. Et donc, cette grosse étude a vu le jour, mais on n'en parle pas. L'autre problème qui va survenir avec le surdiagnostic, c'est évidemment le surtraitement. Des petits carcinomes in situ qui n'auraient pas évolué vers rien, mais les médecins disent, ouais, mais on ne le sait pas si ça fait partie des 5 ou des 10% des carcinomes in situ qui vont devenir un cancer invasif. Donc, on ne prend pas de chance et on traite. Donc, on traite des femmes pour des cancers qui auraient été anodins, mais maintenant avec des traitements qui n'ont rien d'anodin. On parle de mastectomie, ou on parle de chimiothérapie, ou on parle de radiothérapie, qui ont tout leur lot d'effets secondaires importants. Donc, c'est pas du tout anodin. C'est pas comme de prendre un Tylenol dont tu n'avais pas besoin. Là, on parle de traitements très invasifs avec beaucoup de risques, beaucoup d'effets secondaires. Donc, le surdiagnostic mène au surtraitement. Et dans cette même étude danoise réalisée sur 17 ans, on a démontré que 52% des cas avaient donc fait l'objet de surtraitement. Donc, on parle de presque une femme sur 3 qui va subir un surdiagnostic et on parle de la moitié des cas où on va traiter de manière exagérée, en réalité, ce qui n'aurait pas lieu d'être. Ensuite, bon, il y a évidemment d'autres problèmes associés aux mammographies, entre autres au niveau, par exemple, de la compression. Vous savez que quand on comprime le sein dans l'appareil à mammographie pour pouvoir extraire les images, c'est une compression de 42 livres, soit 19 kilos. 42 livres. C'est comme si un poids de 42 livres tombait sur nos seins. Donc ça, c'est problématique parce qu'en plus de meurtrir nos seins et de pouvoir amener des traumatismes au niveau de nos seins qui peuvent évoluer vers des pathologies, eh bien, si on a des cancers qui sont encapsulés,
avec seulement la moitié du poids, c'est-à-dire avec 20 livres ou 10 kilos à peu près, c'est suffisant pour rupturer ces petites capsules. Et donc, maintenant, les cellules cancéreuses vont se répandre dans la lymphe et causer des métastases. Donc, s'il y a déjà un cancer, le fait de soumettre le sein à la mammographie peut être dangereux. S'il n'y a pas de cancer, ça peut quand même créer un traumatisme au niveau des seins. Ensuite, au niveau de l'exactitude des mammographies, il y a un problème au niveau de la densité des seins. Plus les seins sont denses, moins la mammographie est efficace. En temps normal, des seins ordinaires, on va dire, la mammographie a un potentiel de détection jusqu'à 98 %, mais ça diminue à moins de 50 % lorsqu'on a des seins qui sont denses. Donc, les femmes qui ont plus de poids et les femmes ménopausées tendent à avoir des seins plus denses et on sait que la majorité des cancers surviennent après l'âge de 50 ans, le cancer du sein. Donc, au moment où nos seins, en réalité, sont plus denses et où la mammographie va être beaucoup moins efficace pour diagnostiquer les cancers. C'est un autre point aussi qui fausse les chiffres, qui biaise les chiffres d'amélioration des taux de survie avec les mammographies, c'est que le type de cancer, typiquement, que les mammographies vont être aptes à détecter sont des cancers qui évoluent de manière beaucoup plus lente et des cancers beaucoup moins dangereux, donc qui répondent plus facilement au traitement et qu'on a identifié plus tôt parce que ça aurait été long avant que ça fasse une bosse. Et donc, ça donne un taux de survie amélioré en réalité, mais c'est comme on disait tout à l'heure, des cancers qui, dans beaucoup de cas, n'auraient jamais évolué sur quoi que ce soit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre problème? Bon, évidemment, le taux de radiation. Ça aussi, c'est important. On se fait dire que c'est un taux anodin, des radiations qu'on reçoit dans les seins au cours des mammographies, mais il faut comprendre qu'il y a un effet cumulatif. Alors, il y a une étude qui a été faite au niveau des femmes de 40 à 74 ans, parce que dans certains pays, on recommande les mammographies à partir de l'âge de 40 ans, mais de moins en moins parce qu'on voit que les femmes plus jeunes ont plus d'inconvénients que d'avantages à faire des mammographies. Et donc, ces femmes-là vont subir en moyenne 34 mammographies dans cet espace de temps. Et ce qu'on a découvert, c'est que sur 100 000 femmes directement responsables des radiations, il y a 125 cas de cancer qui vont apparaître sur 100 000 femmes et 16 vont en décéder. Vous allez me dire, bon, c'est pas tant que ça. Mais là, il faut voir le bénéfice-risque aussi parce que si on regarde au niveau des prétendus bienfaits de la mammographie, on nous dit que chez les femmes de 50 à 59 ans, il faut faire 10 000 mammographies, donc il faut soumettre 10 000 femmes de 50 à 59 ans à des mammographies pour réduire de 7,7 décès. Chez les femmes de 60-69 ans, c'est un peu mieux. On parle de 21 décès sur 10 000 qu'on va réussir à prévenir. Si on reporte 10 000 sur 100 000, donc on multiplie par 100, c'est-à-dire on multiplie par 10, 10 fois 10 000, ça va donner 100 000. Chez les femmes de 50 à 59 ans, donc 7,7, ça veut dire 77, mettons 78 décès qu'on va réussir à prévenir en faisant 100 000 mammographies. Donc, 100 000 mammographies, on prévient 78 décès. Mais sur 100 000 mammographies, on va causer 16 décès directement avec la mammographie. Donc, au total, c'est vrai qu'on a peut-être, parce qu'encore là, on ne sait pas si la réduction du décès est causée par un traitement, par le fait qu'on a diagnostiqué plus tôt, directement associé à la mammographie, mais mettons qu'on dirait que c'est grâce à la mammographie. C'est vrai qu'il y en a légèrement plus. Tu as réduit la mortalité par 77 cas sur 100 000. Tu as quand même causé 16 décès qui n'avaient pas lieu d'être. Et ça, c'est sans tenir compte des décès qui vont être associés maintenant à la chimiothérapie, à la radiothérapie, aux mastectomies, des gens qui meurent sur les tables d'opération et tout ça.
Donc, il faut faire attention quand on parle que c'est le seul test qui permet de réduire des décès. Il faut aller vraiment décortiquer les fine prints, comme on dit, les petites écritures. Donc, il y a le problème des radiations aussi qui est associé aux mammographies. Donc, ce n'est pas anodin. Et là, vous allez me dire, OK, mais si on ne fait pas les mammographies, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Lorsque j'avais ma clinique à Montréal, on faisait venir Thermographie Internationale, une compagnie qui était basée à Ottawa, et 1 ou 2 fois par année, j'offrais des cliniques de thermographie. Les thermographies sont très, très intéressantes parce que ça nous permet de voir des changements de température au niveau des seins. On sait que lorsqu'il y a un processus de tuméfaction, les cellules cancéreuses vont hacker la circulation sanguine pour s'approprier les nutriments et donc vont favoriser le rapport en sang, ce qui va augmenter la température corporelle légèrement dans ces zones-là. Et c'est des petites variations qui sont détectables avec des thermographies. Évidemment, ça prend des techniciens en radiologie qui sont très bien entraînés, qui sont habitués de lire les thermographies. Mais donc, on peut voir un changement qui survient au niveau du tissu, donc au niveau fonctionnel du sein, avant de voir un changement au niveau lésionnel, comme on le fait avec une mammographie. Donc, les changements avec la thermographie peuvent être diagnostiqués jusqu'à 10 ans plus tôt que ce qu'on aurait vu au moyen de la mammographie. Donc, on a vraiment le temps à ce moment-là d'aller modifier le métabolisme des estrogènes, mettre en application toutes les choses dont je vous parle depuis le début du mois d'octobre, de mettre vraiment en place un programme de santé des seins. Alors, sans procéder à des examens invasifs, etc., etc. Malheureusement, les thermographies, en ce moment, à ma connaissance, ne sont pas disponibles au Québec. Je suis en train de voir de quelle façon je vais pouvoir le faire ici en République dominicaine, mais pour l'instant, à ma connaissance, si je suis dans l'erreur, dites-moi-le, mais ce n'est pas disponible au Québec. Plan B, l'échographie. Pas tous les techniciens le font. Pas tous les médecins acceptent de recommander une échographie, mais une échographie qui est bien faite peut permettre de diagnostiquer la plupart des cancers du sein de la même façon que le ferait la mammographie avec des résultats comparables. Ultimement, la seule chose qui va établir un diagnostic positif de cancer du sein hors de tout doute, c'est la biopsie. Donc, que vous procédiez à une mammographie, à une thermographie si vous trouvez le moyen de le faire, ou à une échographie, si on identifie une masse qui a l'apparence et les caractéristiques d'une masse cancéreuse, il faudra éventuellement, si vous choisissez de vous aventurer dans la voie de la médecine conventionnelle, procéder à une biopsie. La biopsie comporte aussi son lot de dangers. J'ai beaucoup de réticence par rapport aux biopsies. Encore là, ça dépend de toute notre philosophie de soins. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça ce soir. C'est des choses qu'on discute en consultation, femme à femme. On regarde les avantages dans le cas de la personne impliquée, sa zone de confort par rapport au traitement conventionnel, par rapport au traitement complémentaire. Quelle est la voie qu'elle choisit de suivre? Si, par exemple, une femme a déjà décidé d'or et d'emblée que, quoi qu'il en devienne, elle ne prendra jamais de chimiothérapie. Est-ce que c'est nécessaire de se soumettre à ce moment-là aux effets d'une biopsie, sachant que même si le résultat sera positif, on ne procédera pas à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit évaluer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je vais avec la zone de confort de chacune des femmes. Je vous donne les faits. Ensuite, c'est à vous de mijoter là-dessus, de voir comment ça se place et qu'est-ce que votre guide intérieur, qu'est-ce que votre intuition vous dicte. Et selon la décision que vous prenez, je vous accompagne dans un sens comme dans l'autre. Mais ce qui me dérange, encore une fois, dans tout ça, c'est que l'information n'est jamais communiquée de manière éclairée. Et donc, la femme se fie sur son médecin qui est supposé savoir mieux qu'elle et se soumet à des examens, se soumet à des traitements en pensant que c'est la seule option, en pensant que c'est la meilleure option, alors que très souvent, ces options ne sont pas nécessairement soutenues par la science. Et c'est le cas des mammographies.
Alors, une autre chose à tenir en ligne de compte, c'est que l'Association des gynécologues canadiens, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais dans les dernières années, avait recommandé aux femmes d'arrêter de faire l'auto-examen des seins. Donc, après avoir passé des années à nous convaincre de procéder à l'auto-examen des seins, on nous a dit d'arrêter parce que supposément, ça ne réduisait pas le risque de mortalité. Peut-être que ça n'a pas une grosse incidence sur le risque de mortalité, mais d'ailleurs, les mammos non plus. Mais sauf qu'on sait, d'après plusieurs études, dont une très intéressante, qui nous dit que sur 26 cas de cancer, 25 cas avaient été identifiés par les femmes elles-mêmes. Donc, qui mieux que nous connaît nos seins, connaît la texture de nos seins, connaît les changements qui surviennent dans nos seins, qui mieux que nous sait les stress émotionnels qu'on vit, qu'est-ce qui se passe dans notre alimentation, etc., etc. Donc, la très, très grande majorité des études démontrent que dans presque tous les cas, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont identifié leur masse. Certains gouvernements disent laissez tomber l'auto-examen des seins, mais faites examiner vos seins par un clinicien. Encore là, les études démontrent que l'efficacité des professionnels de la santé à détecter les masses au sein n'est pas supérieure à celle des femmes. Alors, encore une fois, ça nous dit quoi? Que les expertes de notre santé, c'est nous. Les experts de notre santé, c'est nous. Quand je faisais de l'accompagnement à la naissance, à un moment donné, rentrait des internistes et se fiait toujours à l'appareil de monitoring fœtal. Quand une femme te dit, là, quelque chose qui ne marche pas, là, mon accouchement, le travail est arrêté, tu n'as pas besoin de consulter avec le monitoring. C'est la femme qui est en train d'accoucher, ce n'est pas le moniteur. OK? On a nos propres appareils de diagnostic à l'intérieur de nous. Et on le sait quand il y a quelque chose qui ne va pas, particulièrement pour un cancer. Et quand on ne le sait pas, parce que des fois, les gens vont me dire, moi, j'étais en parfaite santé. Ça prend au moins 10 ans pour qu'un cancer se manifeste. Alors, ça fait au moins 10 ans là, que tu es un petit peu dans le champ, que tu es déconnecté de ton ressenti. Et ça aussi, j'en parle souvent, surtout avec tout ce qui se passe présentement, de l'importance de se regrander, de l'importance de travailler notre bouclier énergétique, hein? De prendre du temps sans distraction du monde extérieur. Toute notre vie moderne nous amène vers les distractions, nous amène vers l'extérieur. Hein? On est en train de mettre sur pied un traité qui va donner à l'Organisation mondiale de la santé tous les pouvoirs au-delà de nos gouvernements qui ont déjà beaucoup trop d'emprise et de pouvoir sur nos corps. Alors, ils vont pouvoir décider quelles sont les meilleures interventions pour nous, des gens qui ne nous connaissent pas. Les experts de nos corps, c'est nous. J'ai travaillé beaucoup avec les Cubains en mission humanitaire et tout ça. Et ce qui est extraordinaire à Cuba, on fait encore des visites à domicile. Et quand on visite un patient chez lui, il y a plein d'affaires qu'on est capable d'identifier. Des lignes à haute tension à côté de la maison, des fertilisants puis des pesticides parce qu'il y a un terrain de golf. Hein? Un ramassis de compteurs électriques, proximité d'une station d'essence, des moisissures, puis une odeur à moisissure quand tu rentres dans la maison. Il y a 8 chats qui vivent dans la maison. Tu sais, c'est tous des facteurs qui nous parlent de la santé de la personne. Son environnement, qui elle est, comment elle réagit. Déjà, comme clinicien, on a des informations. Imaginez, quand on vit avec soi depuis 50 ans ou 60 ans, il n'y a aucun expert qui peut prétendre savoir plus que nous ce qui se passe dans notre corps. Et comme je vous disais, dans la majorité des cas où j'ai des patientes ou des patients avec un diagnostic de cancer, quand je leur demande « Pourquoi tu as un cancer? » Au moins 90 des fois, les gens me disent « Parce que telle affaire. » On le sait.
Parce que suite à cet événement-là, il y a quelque chose qui a lâché en nous. Suite à cet événement-là, on a commencé à avoir une odeur corporelle différente. On a commencé à avoir des pertes d'énergie, une perte de poids. Nos goûts ont changé. Il y a quelque chose. Il y a un avant, il y a un après. Et les gens qui disent qu'il n'y avait eu aucun signe, c'est un peu comme la femme qui dit qu'elle ne savait pas que son mari a trompé. Des fois, c'est qu'on ne peut pas les voir, les signes. Puis des fois, c'est qu'on est vraiment déconnecté de notre ressenti. Mais au niveau du cancer du sein, je peux te dire qu'en général, la femme sait qu'elle a un cancer du sein, elle l'a identifié par les changements au niveau de ses seins. Et en général, on sait quel a été le facteur émotif déclencheur dans les 2 ans précédents. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, maintenant, vous savez que la mammographie n'est pas cette panacée qu'on essaie de nous faire croire, que c'est pas vrai, que ça a directement été impliqué avec la réduction du taux de cancer associé au cancer du sein, qu'en faisant du surdiagnostic de cancer qui n'aurait pas évolué vers autre chose, on a l'air d'avoir des traitements plus efficaces et de valider l'efficacité des mammographies, alors que ce n'est pas vrai quand on va décortiquer tout ça. On sait qu'il y a des dangers associés aux mammographies, surdiagnostic, surtraitement, radiation, stress psychologique qui va être infligé par le surdiagnostic ou le faux positif et le surtraitement, le danger de la compression, donc au niveau de rupturer s'il y a un cancer présent, les petites capsules ou le cas échéant, le fait de traumatiser les seins à répétition. Et donc, encore une fois, l'effet cumulatif des radiations sur l'espérance de vie moyenne est 89 ans. Vous commencez les mammos à 50, ça fait quand même 49 ans c'est-à-dire 39 ans, pardon, de mammographie. C'est-à-dire une quarantaine de mammographies dans votre vie si vous y allez à tous les ans. Et ce qui est grave aussi là-dedans, c'est que les femmes qui sont porteuses du BRCA1, les gènes dont on a parlé, par rapport au cancer du sein, sont encore plus sensibles aux radiations que les autres femmes. Donc, elles sont plus à risque. Alors, on leur recommande de passer une mammographie plus souvent, mais pour elles, les radios, les irradiations sont encore plus néfastes, ont plus de risques de causer un cancer du sein. Donc, il y a des risques, il n'y a pas réellement beaucoup d'avantages. La meilleure façon, c'est encore de procéder à l'auto-examen des seins. Alors, ceci conclut notre 23e capsule vidéo. On se retrouve demain matin pour la 24e. Je vais probablement aborder un supplément, une autre substance naturelle utile pour protéger la santé de nos seins. Alors, si vous avez manqué les autres capsules vidéo, vous les retrouvez sur mon mur. Vous allez les retrouver à partir de lundi sur ma chaîne YouTube. Je vais faire ça ce week-end avec les belles petites couvertures et tout ça. Et puis à la fin du défi, si vous êtes inscrit au défi. Sinon, les liens sont dans l'entête. Les liens pour consultation sont dans l'entête. Les liens d'inscription pour le programme Équilibrer vos hormones naturellement. Vous savez qu'on a le 2e cours samedi matin, 9h30. Donc, ça vous laisse encore le temps d'aller vous inscrire. Lors de votre inscription, je vous envoie le lien de l'enregistrement et du document PDF du premier et le document pour le 2e si vous voulez l'imprimer avant le cours de samedi. Si vous avez déjà fait le programme Équilibrer vos hormones naturellement, vous pouvez le refaire pour 50 $. Vous me faites un virement Interact, je vais tout aller faire manuellement et vous envoyer le tout demain pour être bien prête samedi matin pour embarquer avec le restant de la cuvée octobre 2023 d'Équilibrer vos hormones naturellement. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, le lien est aussi dans l'entête. Simplement aller voir sur GoToWebinar, vous inscrire directement là. Le virement Interact, c'est seulement pour les femmes qui ont déjà fait le programme et qui veulent le faire en reprise parce que là, je dois vous inscrire manuellement. Alors, on se retrouve demain matin, tout le monde. Ciao, ciao. J'espère que vous avez trouvé cette capsule et les autres, d'ailleurs, informatives. À plus.